Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel. Bienvenue sur le Fringe Show. Aujourd'hui, au Fringe Show, je vais revenir sur ma lecture du livre Le M Club de Monsieur Sénécal parce que j'ai finalement terminé le M Club. Donc, je vais pouvoir vous partager un petit peu mes pensées et mon avis sur cette première lecture d'un Sénécal. Ensuite, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment. J'ai quelques petites nouvelles, quelques petits trucs à vous partager au niveau de la littérature et des romans. Et puis, je veux vous partager aussi un avis. Je suis allé voir avec ma blonde le film québécois Folichonnerie. Donc, on va pouvoir parler de ça. Je vais parler de quelques petits trucs par rapport au cinéma, notamment un nouveau set Lego par rapport à un film dont j'ai déjà parlé sur le podcast à quelques reprises. Donc, si c'était pas du fait que j'ai pas d'argent pour ça, c'est excitant. Et puis, finalement, ben, quelques nouvelles dans le milieu du jeu vidéo. Alors là-dessus, je vous souhaite bon Fringe Show. Yeah, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur le podcast. Podcast à la bonne franquette. La bonne franquette, comme on dit. Bienvenue à tout le monde qui assiste à l'enregistrement dans le chat du live stream sur Twitch. Alors, petit rappel, pour ceux qui auraient découvert ça sur Balado Québec ou Spotify ou autre, ben, je l'enregistre en direct sur Twitch. Par contre, ce n'est jamais la même journée et la même heure. Et cette fois-ci, pour une des rares fois, je ne l'avais pas annoncé sur Discord. It is what it is. Donc voilà, c'est juste si ça vous intéresse. Sinon, bien sûr, c'est toujours en rediffusion partout. Donc, le M Club. Tadam! Oh, il est à l'envers. C'est comme dans les films quand ils font semblant qu'il lit, mais le livre est à l'envers. Donc voilà, la petite brique de 693 pages. Mais par contre, c'est quand même écrit très gros et très espacé. Donc c'est pas un 693 pages qui est intimidant selon moi. Le M Club de Monsieur Sénécal. Donc ce que je vais faire, je vais vous partager le petit résumé de l'histoire en fait, qui n'est pas le quatrième de couverture, c'est le petit résumé que j'en ai moi-même écrit. Et puis ouais, je vais vous dire si j'ai aimé ça ou pas. Donc en gros, le M Club, c'est, et ne vous inquiétez pas, aucun spoiler, on suit deux bons amis, Philippe et Brandon, qui sont tous les deux auteurs, qui partent à Berlin en voyage d'écriture pour 2 semaines. Philippe il est du genre introverti, puis il arrive malheureusement pas à vivre de sa plume. Il est enseignant au cégep, tandis que son ami Brandon, c'est un auteur à succès qui est très extraverti et il n'y a pas de problème d'argent. Les deux s'étant connus grâce à leur activité d'écrivain, donc il me semble, là, de mémoire, ils se sont rencontrés dans un salon du livre. Bref, ils se connaissent depuis une dizaine d'années là, au moment où on arrive dans leur vie dans le livre. Et c'est d'ailleurs Brandon qui propose le voyage à Philippe. Philippe, il a l'habitude de suivre Brandon dans ses projets les plus fous, puis dans les parties, puis les expériences qui sortent l'enseignant de cégep de sa zone de confort. Lui qui est très timide à la base. Et tout le long du livre, Brandon cherche sans s'en cacher une expérience hors du commun, quelque chose d'unique et d'exclusif. Il cherche vraiment quelque chose de spécial à vivre à Berlin, puis il n'arrive pas à mettre le doigt sur quoi. Les deux se font éventuellement inviter grâce à une rencontre qui est due au hasard un soir dans un bar assez spécial. Et ils se font inviter dans un club ultra select qui doivent pas en parler. C'est le M Club. Et le reste de leur voyage prendra une tournure bien sombre. Donc voilà, je pense que c'est un bon résumé sans vous spoiler quoi que ce soit de l'histoire. Je ne veux pas vous dire le M Club c'est quoi, on le découvre en lisant justement, c'est pas écrit nulle part. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que même si moi, c'est le premier Sénécal que je lis, je suis quand même familier avec son style d'écriture et ses œuvres, là, parce que, bon, Sénécal, c'est un nom, quand on est au Québec, qu'on entend depuis des années. J'ai des amis, notamment mon ami d'enfance, Christophe, qui a lu plusieurs Sénécal, puis j'ai d'autres gens que je connais qui en ont lu. On sait que c'est un style souvent d'horreur, un thriller psychologique, et qui est capable d'être très gore. Et en plus de mes amis qui en ont lu, ben, on peut être aussi familier avec les films qui ont été réalisés, adaptés des adaptations en fait de ces romans. Il y a eu notamment Les 7 jours du Talion, 51-50 Boulevard des Ormes. Il me semble qu'il y en a un autre aussi qui a été adapté là, qui m'échappe. Mais bref, je sais que c'est un style d'écriture qui est très gore et très horreur. Et donc, sachant ça, même si c'est mon premier roman de Sénécal, je peux vous dire
que c'est vraiment pas gore par rapport à ses autres livres. En fait, il y a un peu de gore plus vers la fin. Mais puis la raison que je vous le dis, c'est pas un spoiler. En fait, de un, c'est pour vous préparer psychologiquement si vous pensez si vous aimez le côté gore des Sénécales et que vous embarquez là-dedans en espérant lire ça. Ben, juste pour peut-être gérer vos attentes. Mais en même temps, j'ai commencé à le suivre sur Instagram et j'ai vu un de ses posts de février 2025 quand il était en train d'écrire le livre lui-même à Berlin. Il est allé à Berlin pour écrire son livre d'auteurs qui vont à Berlin pour écrire un livre. Euh, et j'ai cité qu'est-ce qu'il avait écrit en bas de sa photo. Il dit de plus, c'est assez différent de ce que j'ai fait. En fait, c'est de l'horreur psychologique et c'est très, très noir, mais c'est lent et pas gore du tout, ou alors très peu. Donc, il faut garder ça en tête parce que justement, puis je vais revenir à Goodreads après, mais sur Goodreads, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient un petit peu déçus de ça. Mais moi, n'étant pas un fan d'horreur, étant un pas un premier lecteur, mais faisant ma première lecture d'un livre de Sénécal, j'ai quand même bien aimé ça. C'est sûr que personnellement, je peux pas comparer avec le reste de ses livres, sauf que j'ai vraiment apprécié ma découverte de Sénécal avec le M Club. Euh, oui, c'est un slow burn, fait que c'est vrai qu'il y a des lenteurs dans la première moitié du livre. Mais pour moi, ce ne sont pas des lenteurs négatives. J'en ai déjà parlé au dernier podcast. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des lenteurs qui sont très plates. Moi, si tu me fais des longs passages descriptifs des endroits, puis que c'est interminable, puis que ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire, je vais dire que c'est une lenteur qui m'a fait décrocher. Mais les lenteurs dans le M-Club, ce sont des lenteurs dans le sens où il arrive rien de dramatique et de grave. Mais ce sont des lenteurs qui nous permettent de bien comprendre la psychologie des deux personnages. Ça met en place leur excitation de vivre leur voyage, leur désir de vouloir avancer chacun de leur côté, leur roman. On voit bien leur amitié tout le long de cette lenteur, comme je dis entre guillemets. On voit bien comment il y en a un qui est gêné, l'autre non. On voit leur chimie entre les deux. On voit comment ils sont bons pour se niaiser un peu, se taquiner. On voit leur découverte de l'Allemagne parce qu'ils arrivent là, veut pas, en pur touriste. Donc, ils se trouvent des terrasses pour aller écrire. Puis après ça, en début d'après-midi, ben, ils vont découvrir la ville, les endroits. Donc, j'ai trouvé quand même que c'était super intéressant parce que oui, c'est un slow burn, mais c'est un slow burn qui m'a permis de m'attacher aux qualités et aux défauts des deux protagonistes. Et c'est ce qui fait en sorte pour moi que quand ça commence à virer fucked up, ben, t'es encore plus sur le bout de ton siège parce que t'es attaché à ces deux personnages-là que t'as appris à connaître à travers ce slow burn-là. Et étant donné que t'as vu comment ils interagissent un avec l'autre, quand ça commence à devenir vraiment fucked up, on dirait que ça fait en sorte que t'es encore plus investi, que si tout ce qui arrive dans les 200 dernières pages arrivait dès le début, alors que je connais moins les personnages, je pense que j'aurais été moins inquiet pour eux. Étant donné que c'est pas mon style de prédilection, j'aime le fantastique, la science-fiction, c'est pas un genre que je suis habitué de lire, mais j'ai vraiment aimé voir à quel point j'étais stressé pendant ma lecture à certains moments pour les personnages. Quand tu sais qu'est-ce qui s'en vient ou que tu doutes que ça va mal virer, sachant ce qu'on sait sur les deux gars, j'étais complètement investi. Donc, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça à ce niveau-là. Je dois avouer qu'il y a certaines des actions des personnages qui m'ont laissé un peu perplexe dans leur manque de cohérence, je dirais. Faut dire que moi, dans la vie, je suis quelqu'un que je trouve que c'est facile de pas se mettre dans la marde. Des fois, il y a des situations où est-ce que la solution ou le comportement à avoir pour éviter du trouble est évident à mes yeux. Et des fois, il y a des choses que les deux gars font, je peux pas trop en parler sans spoiler, mais tu te dis, me semble que ça aurait été facilement évitable. Fait que c'est sûr qu'il y a des affaires qui m'ont fait me gratter la tête un peu parce qu'il y a des gestes qui auraient peut-être pu facilement éviter certaines situations. Mais sincèrement, ça a été rien d'assez grave et d'assez gros pour me faire décrocher de l'histoire. C'est juste moi qui est critique par rapport à ça puis qui commence à faire du nitpicking parce que je compare toujours avec comment moi je vois la vie. Sauf qu'en même temps, je connais des gens dans ma sphère personnelle qui sont bons pour se mettre continuellement dans la marde depuis des années. Donc je me dis peut-être que pour moi c'est évident quoi faire pour ne pas se mettre dans le trouble, mais il faut croire que c'est pas tout le monde parce que comme je dis dans mon réseau personnel, il y a des gens que quand le choix pour moi est évident entre gauche et droite, lequel des deux va te mettre le plus dans le trouble, ben, ces gens-là trouvent le moyen de prendre le chemin qui les met le plus dans le trouble. Donc je me dis c'est possible aussi pour des personnages que je ne connais pas.
Donc, je tenais quand même à le souligner parce que quelques fois, je me dis, ah, c'est un petit peu cave, là, qu'est-ce que ce personnage-là vient de faire. Surtout quand tu sais, mettons, tu sais, encore une fois, sans rien spoiler, mais la direction du M-Club est quand même assez puissante. Et, tu sais, si tu as des gens à l'ère numérique qui sont capables de hacker dans ton téléphone, tu vas peut-être faire un petit peu plus attention à ce que tu fais avec ton téléphone. Puis il y a des passages, des fois, dans le livre où Brandon, mettons, il va aller faire une recherche sur Google sur de quoi que c'est très dangereux de démontrer que tu sais, que tu connais cette information-là. Et on sait que la direction a le pouvoir de hacker facilement son téléphone. Donc tu dis, moi dans ces souliers, j'aurais jamais fait cette recherche-là pour être sûr de ne pas me mettre dans la merde. Mais c'est comme si le personnage avait complètement oublié qu'il s'est fait hacker. Fait que bref, ça vous donne juste une idée, là, ça reste flou, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Ceci étant dit, j'ai dévoré quand même le livre. Ça m'a pris un petit peu plus de temps à le lire, tout simplement parce qu'il y a une semaine où j'ai presque pas lu. Donc je l'ai lu en un mois à peu près. Mais honnêtement, vouloir, je pense que j'aurais pu le lire en peut-être 2 semaines et demie si ça n'avait pas été de la semaine et demie où j'ai presque pas lu. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de corriger, mais c'est déjà mieux que l'année passée parce qu'en 2 mois, j'ai lu plus de romans que toute l'année passée. Alors c'est déjà pas pire. Donc voilà, sans m'être converti au genre, je vais pas commencer à lire plein de Sénécal du jour au lendemain. Et sans parler juste de Sénécal, je suis pas converti au genre horreur ou thriller psychologique. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Et pour ceux qui ont déjà lu du Sénécal, faut savoir, on m'a dit qu'il fait souvent ça. Mais encore dans ce livre-là, il y a beaucoup de liens par rapport à d'autres de ses romans et d'autres personnages qu'on a vus dans d'autres de ses romans. Souvent, il va te l'indiquer avec des notes en bas de page même. Donc pour moi qui n'ai pas lu les autres livres, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a donné envie d'aller découvrir d'autres de ses œuvres. Ce ne sera pas demain matin, ce ne sera pas en février, parce qu'il y a trop de séries fantastiques que j'ai envie de lire. Et comme je dis, bien que j'ai apprécié ma lecture, je ne suis pas non plus converti au genre, mais j'ai vraiment aimé ça assez pour avoir envie de rentrer un petit peu plus dans un futur quelconque, dans l'univers de Sénécal. Donc, j'y ai donné sur Goodreads un 4 étoiles. Là, je sais que tout le monde donne des 3.8, 3.6, 4.5. Je suis pas encore rendu dans les virgules. J'ai donné des notes en général. J'ai donné 4 parce que ce n'est pas du tout un genre que je lis d'habitude et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Par contre, encore une fois, mise en garde si vous vous attendez à du ultra gore et du ultra violent du début à la fin. Vous allez être déçus. Le gore, il y en a un petit peu vers la fin, mais comme je vous ai dit dans la citation de Sénécal lui-même, c'est vraiment un thriller psychologique très noir. Et j'ai trouvé ça intéressant d'explorer cette dynamique-là dans cette déchéance qui prend de l'ampleur entre deux bons amis. Donc voilà, je peux le recommander si vous avez toujours eu envie de découvrir un Sénécal comme moi, mais que vous n'en avez jamais lu. Je l'ai personnellement apprécié, je peux vous le recommander. Et voilà, Patrick Sénécal, c'est coché. Je peux dire que j'ai finalement lu un livre de Sénécal. Donc, voilà, qu'est-ce que je lis présentement? Ben, en fait, c'est un peu de la triche parce que c'est quelque chose que j'avais déjà commencé. Et d'ailleurs, une recommandation de quelqu'un qui se trouve dans le chat sur Twitch au moment de l'enregistrement du live. Recommandation de Monsieur PowerNap, notre huilé national. Je l'avais commencé, mais c'était au moment où j'étais pas encore à fond de retour dans mon plaisir de la lecture. J'étais pas discipliné. Puis le pire, c'est que j'aimais ça. J'ai juste pas pris la peine de le continuer à un moment donné. J'étais rendu à la page 100. Donc, c'est le livre Mort. En français, c'est Mortimer, mais j'ai une version anglaise ici qui a été publiée par Penguin World, je pense. Penguin Books. Donc, de Terry Pratchett. Terry Pratchett, qui est un auteur qui est quand même souvent recommandé dans le monde fantastique, loufoque, comédie un peu, là. Et c'est dans la série Discworld. Donc, Discworld, c'est un univers complet qui rassemble des dizaines de livres de l'univers de Terry Pratchett. Donc, c'est tout dans le même univers, mais il va y avoir plusieurs séries qui vont avoir chacun leur style différent. Et celui-là m'a été recommandé par PowerNap. C'est souvent un qui est recommandé par beaucoup de gens sur Internet quand tu veux commencer du Terry Pratchett. Donc, on suit littéralement un jeune rouquin fermier, un peu malhabile, qui se fait recruter comme bras droit, comme apprenti de la mort elle-même. Donc, le squelette de la mort avec les deux petits points bleus lumineux qui lui tient office de yeux. Et dans le fond, il apprend le métier de la mort. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'humour. Il y a,
Il y a beaucoup de questions. Puis tu sais, je l'ai pas fini encore, donc je vous fais pas une review, je vous en reparlerai quand je vais l'avoir fini. Mais il y a quand même beaucoup de questionnements aussi philosophiques sur la mort. Est-ce que la vie est juste? Est-ce que le destin existe ou ben on meurt quand on meurt, puis that's it. Power Nap qui dit très comique comme univers, effectivement. Puis d'ailleurs, ça m'amène à parler d'un point que je voulais parler par rapport dans le segment de la littérature. Euh, Ces temps-ci, parce qu'il y a beaucoup de séries fantastiques que j'ai envie de lire, je suis très mitigé à savoir si je veux lire en français ou en anglais. Bon, dans le cinéma, pour moi, c'est simple. Je prends la langue originale. Donc, souvent, c'est de l'anglais, mais peu importe la langue. Si je suis en japonais, c'est en japonais, je mets des sous-titres. Euh, Puis la raison pourquoi je suis comme partagé dans ma tête, bon, visiblement, Mort que j'ai ici, je l'ai en anglais. Euh, c'est parce que, premièrement, je lis plus vite en français. Je lis plus vite, donc c'est plus facile pour moi de dévorer un livre puis de rentrer dans l'immersion quand je lis en français. C'est pas que je comprends pas l'anglais, bien évidemment. C'est juste que je rentre plus facilement dans l'immersion. Et ça va peut-être paraître bizarre pour certains, mais j'ai toujours dit que auditivement, je préfère de loin l'anglais. Je trouve que l'anglais est une langue beaucoup plus efficace et jolie que le français. Mais visuellement, je préfère de loin le français. Peut-être que pour certains, ça fait pas de sens. Pour moi, c'est ultra sensé. Mais visuellement, je préfère le français. Mon gros problème avec ça. Oh, mon livre, il sent bon. Mon gros problème avec ça, c'est que ça, c'est un bon exemple. Je pense que c'est plus facile de lire une traduction quand la prose de l'auteur est pas nécessairement très jolie ou que ce n'est pas une comédie. Je l'ai toujours dit, autant dans le cinéma que dans la littérature, quand tu embarques dans une comédie, tu perds, euh, tu perds beaucoup de choses. Puis je peux vous donner un exemple de quand j'ai lu hier. À un moment donné, Mort, il se fait approcher dans le fond d'une ruelle par trois voyous. Et en reculant, il sait pas trop comment, mais il recule pendant que les voyous avancent vers lui. Et à un moment donné, floup, il traverse un mur sans le savoir parce qu'il savait pas qu'il y avait un mur derrière lui. Et il le traverse, littéralement. Il passe au travers le mur. Et là, les trois voyous, t'as le leader, puis t'en as un qui est un petit peu plus, mettons, ralenti mentalement. Le leader est comme ah, a fuck me, a fucking wizard. Puis là, il dit I hate fucking wizards. Et là, le gars qui est un petit peu plus slow mentalement, il dit You should not, you should not fuck them. Fait que tu sais, en gros, fuck moi, un esti de sorcier. Mais c'est qu'en anglais, I hate fucking wizard. Fait qu'en gros, il fait juste, je déteste les hosties de sorciers. Mais comme en anglais, quand tu dis I hate fucking wizards, ça peut vouloir dire j'aime pas baiser des sorciers. Ben t'as l'autre qui répond, ben tu devrais pas les baiser. Mais c'est clair que ça, là, même si j'ai pas vu la traduction, ça s'est perdu dans la traduction. Je vois pas comment tu peux bien le mettre. Parce que si tu. Je déteste les foutus sorciers. Ok, puis la phrase de l'autre, je sais pas, ils l'ont traduit comment. Mais comme c'est de l'humour et des jeux de mots, si je l'avais lu en français, j'aurais perdu ça. Puis tu sais, c'est pas que c'est hilarant là, ce que je viens de vous dire. C'est juste qu'il y a plein de jeux de mots, puis il y a plein de petites blagues là-dedans que je sais que tu perds dans la traduction. Donc je suis un petit peu mitigé parce qu'il y a une portion, il y a une partie de moi qui a envie de lire en français parce que je trouve que c'est une langue qui est plus jolie dans la littérature. Et comme je dis, ça me permet de lire les livres plus rapidement et surtout de rentrer dans l'immersion. En fait, c'est qu'on dirait qu'en anglais, si, mettons, je tombe sur une coupe de phrases back-à-back ultra poussées, je tombe plus souvent dans l'une puis je décroche un peu plus. Ça fait pas en sorte que je comprends pas, c'est juste que ça me prend plus de temps à me relire la même phrase quatre fois, tandis qu'en français, c'est rare. T'sais. Donc, voilà, c'est un petit peu mon dilemme interne parce que après celui-là, j'ai une coupe de séries que je veux lire. Là, je me suis dit, si la série est disponible à ma bibliothèque, je peux la louer. Puis on a presque juste des livres en français à ma bibliothèque. Donc ça, c'est correct. Mais si, puis il y a beaucoup de séries que je veux lire qu'on n'a pas à ma bibliothèque, donc je vais les acheter. Mais là, si je les achète, est-ce que je les achète en français ou en anglais? Euh, c'est là où je suis mitigé parce que je le sais pas. Il y a une portion de moi qui veut lire en français, il y a une portion de moi qui veut lire en anglais. Puis, pas toujours, mais souvent, je trouve que la version anglophone, elle est plus belle. Il y a des plus belles couvertures. Le milieu anglophone est fort sur les couvertures rigides avec des beaux dust covers.
Le milieu francophone est fort sur les trade paperbacks. C'est censuré un enculé de mage. Ah, t'es allé voir? Ah, voilà. Ben, en anglais aussi, il est censuré. Parce qu'en anglais, tu le sais qu'il dit fucking, mais il écrit. Il met des tirets aussi. Fait qu'il est censuré aussi. Mais c'est juste pour dire I hate fucking mages. I hate fucking wizards. Puis l'autre, il répond You should not fuck them. Fait qu'il dit quoi après, par curiosité? Je suis content que tu l'ailles. T'as qu'à pas les enculer. Ah, ok, ouais. Ben, ok. Je dois admettre qu'ils ont gardé une portion de la blague. Un enculé de mage. Ben, bravo d'avoir trouvé la page pour vrai de même, chapeau. Merci, bon, voilà. Merci à PowerNap d'avoir été vérifié ce que j'ai dit. Donc, je pense que quand même, avec ce que tu me dis, l'essence de la blague, elle est restée. Mais il y a quand même une petite différence. Un enculé, puis il est pas en train de dire qu'il les encule, il est juste en train c'est un enculé, ah, tu devrais pas les. Fait que la blague, elle est quand même là, mais je trouve que ça n'a pas le même punch que quand il dit je déteste baiser les mages, ah ben tu devrais pas les baiser de bord, on s'entend. Fait que je dois dire qu'ils ont fait une job correct avec ce qu'ils ont dans la traduction, mais je pense que tu perds quand même la twist du jeu de mots. Parce que là, c'est plus trop un jeu de mots, c'est juste ah ah, il a dit enculé, ben encule-le pas. Je trouve que ça n'a pas le même sens. Fait que voilà, ça confirme un peu ce que je dis. Euh, mais l'espèce de petit compromis que je peux faire, je pense justement, c'est que si c'est un stand-alone, donc un livre qui n'est pas dans une série, qui n'a pas de suite, qui est un livre à part entière, je peux peut-être le lire traduit. Euh, il y a des auteurs comme Brandon Sanderson, je vais y revenir sur Brandon Sanderson, j'ai une nouvelle par rapport à lui. On dit que justement son style d'écriture est pas très recherché, donc tu peux lire la traduction puis tu perds pas grand-chose. Là où je vais me faire violence de lire en anglais, c'est quand c'est des trucs humoristiques un peu comme ça. Hitchhiker's Guide to the Galaxy, je pourrais pas lire ça en français. Mais c'est encore une fois, j'adore être québécois, mais ça me fait chier des fois le style dilemme de français-anglais. Je le lis avec la lecture, je le lis avec ma chaîne YouTube. Là, je l'ai moins maintenant, mais dans le passé, je me demandais, je le fais-tu en français, je le fais-tu en anglais. C'est toujours le style dilemme qui me gosse. Moi, je consomme la plupart de mon contenu en anglais, fait que là, quand j'arrive en français, je suis tout le temps un peu perdu. Alors, voilà. Donc, je suis présentement sur Terry Pratchett. Ok, on va ouvrir la petite TV pour ceux qui regardent le visuel du podcast. Je voulais vous dire, je suis sur Goodreads. Je sais pas si tu connais Goodreads, PowerNap. Je sais pas si qui d'entre vous connaissent ça. Je connaissais, ça fait un bout, mais je n'étais jamais là-dessus. Surtout dans les dernières années, je lisais pas beaucoup de romans. Donc, si vous êtes sur Goodreads et que vous avez envie de me suivre, ben très simple, c'est goodreads.com /Fringe Channel, puis ça va arriver sur mon profil. Je dis pas que je vais faire des critiques écrites en détail sur chaque livre que je vais lire, mais ça va vous. Puis là, en plus, c'est pas encore complet. Là, j'essaie d'ajouter lentement, mais sûrement les livres que j'ai déjà lus quand j'étais plus jeune, les livres que j'ai dans ma collection, mais ça va toujours vous permettre de voir en temps réel c'est quoi que je suis en train de lire. Et si je mets des reviews, si je mets des notes, ben vous allez être capable de les voir en temps réel. Donc voilà. Goodreads.com /Fringe Channel si vous voulez me suivre. Ça va vous permettre de voir ça. Puis je trouve ça juste le fun. En plus, c'est que tu peux aller dans MyBooks. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est vraiment une plateforme, une communauté sur la lecture. Donc ça permet de faire des critiques, ça permet de lire des critiques. C'est d'ailleurs là où j'ai lu des critiques sur le M-Club. Moi, je l'ai vraiment aimé, mais il y a beaucoup de gens qui ont mis. Ben, ça, je pense que c'est sur tous les produits de consommation. Là. Il y en a qui ont dit que c'était à chier. Moi, j'ai bien aimé, donc chacun ses goûts. Mais ça vous permet aussi, tu sais, comme là, je me suis fait une liste de ma bibliothèque. Puis là, il n'y a pas grand-chose, parce que j'ai beaucoup plus de livres que ça, mais tu peux aller classer des livres. Puis ce qui est le fun, c'est que tu as toutes les éditions d'un livre. Donc, si, exemple, j'arrive sur Bobby Pendragon, Les Pèlerins de Rennes, le tome 8, j'en ai pris un au hasard. Tu peux venir dans Montre-moi toutes les 43 éditions. Puis là, tu peux aller chercher par langue. Puis, mettons, je vais en anglais. Ben là, s'il y a eu une édition, mettons, format de poche, la première édition, s'il y a eu une édition de collection, tu peux toutes voir les éditions avec la couverture et tu peux aller
choisir cette édition-là. Donc moi qui ai lu beaucoup de livres en français aussi, ben, je peux aller choisir l'édition en français que j'ai lu puis ajouter ça dans ma liste. Donc je trouve ça super intéressant. À date, tous les livres que je cherche, les éditions que j'ai sont toutes là. Donc je trouve ça super intéressant. Ça permet éventuellement quand j'aurai, là j'ai pas encore donné 20 notes, mais quand j'aurai donné 20 notes à des livres, euh, Goodreads peut me donner des recommandations. Donc c'est intéressant pour ça aussi. Puis ben, ça permet de suivre qu'est-ce que nos amis sont en train de lire. Si vous regardez des booktubers sur YouTube, des gens qui parlent de livres, s'ils ont une page Goodreads, ça permet d'aller les suivre pour voir leur activité. Donc c'est vraiment un peu le petit réseau social pour lecteurs. Donc je trouve ça intéressant. Ce qui m'amène à un autre petite nouvelle que je veux vous montrer. Je vais juste éteindre la télé 2 petites secondes. Je vais vous partager une page. Si vous n'êtes pas déjà dedans, c'est un ami de Twitch, euh, Wooden, qui a parti cette page-là. J'étais comme, ah, c'est cool, je me cherchais ça justement prochainement. Donc, lecteur et lectrice du Québec, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens dedans. Puis on n'est pas beaucoup à écrire. En ce moment, il y a juste moi et Wooden. Mais tu sais, si vous avez envie de partager vos lectures que vous faites ou voir d'autres choses, je pense que c'est cool d'arriver dans un groupe au moment où il est nouveau. Oui, ça veut dire qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'activités. Puis moi, bien sûr, je vais juste copier-coller les critiques que je fais dans mon Discord. Je vais les mettre sur la page de lecteurs et lectrices du Québec. Mais c'est surtout n'importe quoi, peu importe quel type de roman vous lisez, des mangas, des bandes dessinées, des comic books. Je trouve ça cool. Donc, je vous invite. C'est vraiment. Ça tombe d'appoint. Tu sais, il a starté ça la semaine passée au moment où moi je retombe dans le plaisir de lire. Donc, si vous avez envie de joindre un groupe tout frais, que vous pouvez rentrer dans le groupe et vous ne serez pas inondé de posts. Donc, ça permet d'avoir peut-être une communauté plus tissée serrée. Mais voilà, je voulais faire un peu une petite pub pour son groupe Facebook qui vient de lancer. Donc, lecteurs et lectrices du Québec, je vous invite fortement à vous joindre à nous si vous avez envie de voir des critiques de livres ou juste qu'est-ce qu'on lit en ce moment ou discuter. Donc voilà, vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous. Donc voilà, c'est partagé pour ça. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Bon, on va aller dans les nouvelles en fait. Euh, Comme la Saint-Valentin arrive, même si je suis allé rejoindre Cool. Bienvenue à toi, PowerNap, dans ce groupe. Au plaisir de lire ce que tu as à dire sur les livres, même si on s'en parle ensemble. C'est toujours le fun d'avoir un groupe où partager. À Saint-Valentin s'en vient. Moi, je me contre-calisse pas mal de cette fête-là. Peut-être que vous aussi, mais peut-être que vous, non. Et je dois avouer qu'il y a un type de livre que j'ai pas souvent lu, mais des fois, j'ai lu des livres avec un peu de romance, notamment des romans de Guillaume Musso ou Marc Lévy, deux Français. J'ai toujours aimé leur style d'écriture. C'est d'ailleurs un style de roman que j'ai envie de relire éventuellement. Là, je veux vraiment tomber à fond dans le fantasy. Mais j'ai beaucoup aimé les styles, comme beaucoup de romans de Marc Lévy que j'ai lus dans le passé, que c'est une histoire dans un monde vrai, mais toujours avec une petite touche de magie ou de paranormal, est peut-être pas le bon mot, là, mais mettons, on va dire ça. Et des fois, il y avait un peu de romance dans les livres. Puis, ben, moi, je m'en cache pas, je suis un romantique dans l'âme. Quand j'étais plus jeune, alors que je manquais de confiance en moi, j'aimais beaucoup les petits films romantiques à l'eau de rose parce que c'est léger, ça permet de décrocher des horreurs qui existent dans ce monde, notamment les Epstein Files. Euh, donc voilà, puis ben Renaud Bré, dans leur blog, nous ont fait une liste de 10 romans de romances à savourer. Donc on va les passer très rapidement, c'est pas un gros résumé. Donc je vous passe la liste avec le petit résumé. Puis s'il y a quelque chose qui vous intéresse là-dedans, ben, tant mieux. Puis sinon, ben, tant pis. Que voulez-vous? Donc il nous propose un tome 4 d'une série. Euh, Kings of Sin, livre 4, La Paresse. Donc je sais pas, j'imagine qu'il faut commencer par lire les trois autres avant de tomber dans le 4, mais qui suis-je pour juger? Charmant, désinvolte et incroyablement riche, Xavier a le monde à ses pieds. Il ne montre aucun intérêt à reprendre l'empire familial, ce qui n'empêche pas les femmes de se jeter sur lui, excepté son attaché de presse. Rien ne l'amuse plus que de la pousser à bout, mais lorsqu'une tragédie survient, il se rapproche vraiment. Alors voilà, je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez bien la couverture. Ensuite, Renaud Bré nous suggère
Je sais pas pourquoi on garde le titre en anglais. Il me semble avant ça se faisait pas, mais it is what it is. Regretting You, avec l'édition du film. Donc ça a l'air qu'ils ont fait un film avec le frère à James Franco. C'est quoi déjà son nom? Dave Franco. Donc Regretting... Ah, j'ai oublié de dire ici, c'était de Anna Wang. Ici, c'est par Yusuke Murata. Donc, Clara est une jeune fille qui mène une vie sans projet et sans ambition. Elle ne se reconnaît pas dans sa mère qu'elle juge fade et sans volonté, et est bien plus proche de son père Chris et de sa tante Jenny. Mais Chris est victime d'un accident de la route, ce qui oblige tous les membres de la famille à reconsidérer leur vie et leurs relations. Adapté au cinéma en 2025. Donc voilà, si comme moi vous aimez lire un livre pour aller voir le film après, ça peut être intéressant. Si vous avez envie de lire un livre romantique avec possibilité de voir le film par la suite, des fois c'est cool, c'est comme moi qui ai lu justement Project Hail Mary, puis le film s'en vient le mois prochain. Très hâte, très excité. Ok. The Striker, tome 1 de Anna Wang encore, donc la même que Kings, The Sins of Kings. Je l'ai-tu mal lu? Kings of Sin, excusez. Les rois des péchés, ça veut pas dire la même chose. Après que ses actions irresponsables et son conflit avec Vincent, un coéquipier, ont fait perdre le championnat à leur équipe, Asher Donovan, légende du football, est contraint de suivre un entraînement hors saison avec ce dernier. Leur nouvelle coach est belle, talentueuse, et il tombe immédiatement sous son charme. Mais cette ancienne danseuse étoile est la sœur de son rival. Pom pom pom! Alors voilà, The Striker, tome 1. À perpétuité, tome 4, Chandler de Mary-Lou Addison. Depuis des événements traumatiques un an plus tôt, Elisabetta s'est repliée sur elle-même, laissant seulement sa cousine Natalia pénétrer sa bulle. Hébergée durant le procès, Natalia lui demande maintenant l'impossible, rembourser son partenaire d'affaires, entre guillemets. Quand un inconnu envoie des sbires à ses trousses, Elisabetta n'a plus le choix. Elle a besoin d'aide. Seul Chandler, qui la surveille toutes les nuits, peut la protéger. Entre mépris et tension, il découvre un lien étrange et une attirance impossible à nier. On a ensuite Reminders of Him de Colleen Hoover. Je suis vraiment surpris que les titres soient pas traduits. Ça me dérange pas personnellement, mais je suis surpris. Encore plus pour des livres chez Renaud Bré. Après avoir passé 5 ans en prison à la suite d'une erreur tragique, Kenna Rowan retourne dans la ville du drame qui a détruit sa vie avec la volonté inébranlable de retrouver sa fille de 4 ans. Mais peu importe les efforts qu'elle déploie pour se reconstruire, tout le monde lui tourne le dos et les retrouvailles entre la jeune maman et son enfant semblent impossibles. La seule personne qui n'a pas encore rejeté Kenna est Ledger Ward, propriétaire d'un bar et l'un des derniers liens qui l'unit à sa fille. Mais si quelqu'un devait apprendre que Ledger soutient Kenna, tous deux auraient trop à perdre. Malgré la pression qui les entoure, ils s'apprivoisent, mais à mesure que leur idylle grandit, le risque s'accroît. Kenna doit trouver un moyen de se faire pardonner avant de bâtir un avenir fait de résilience et d'espoir. On arrive ensuite à Destin et bout du monde de Caroline Dufresne. Elle fuit ses doutes, il fuit l'attachement. La Nouvelle-Zélande les réunit. Oh, un petit livre qui se passe en voyage en plus. Tout plaqué pour être demoiselle d'honneur à un mariage en Nouvelle-Zélande. Maud n'hésite pas une seconde, mais ce qui devait être l'occasion de revoir sa meilleure amie prend des détours insoupçonnés dès que la jeune femme met le pied à terre. 3 petits points. Témoin trop séduisant du marié en tête de liste. Entre balade imposée, confidence maladroite et silence lourd de sens, Maud découvre un homme marqué par l'abandon. Martin, quant à lui, tente en vain de rester distant devant cette étrangère à la silhouette épanouie et au cœur lumineux. On a ensuite The Holidates de Brittany C. Cherry. Tout ce qu'Ollie voulait pour Noël, c'était un petit ami pour les fêtes. C'est classique ça pareil, hein? Les femmes qui... Tout ce qu'elles veulent, c'est un petit copain. Tout ce que Kay voulait, c'était qu'elle déplace ses rendez-vous foireux ailleurs. Fofolle et malheureuse en amour, Holly poursuivait son rêve romantique. Mais après que son fiancé l'eut plaqué au pied de l'autel, la veille de Noël... Même après, j'avais lu un mais. Même après que son fiancé l'eut plaqué au pied de l'autel la veille de Noël. Restaurateur grincheux, Kay la voyait chaque soir avec un nouveau prétendant et pour s'en débarrasser, proposa de l'aider à trouver quelqu'un, ailleurs. Mais plus Holly s'entichait d'un autre, plus Kay se montrait jaloux et protecteur. Rien n'est simple quand l'amour et les fêtes s'en mêlent. Ensuite, on a The Last Sunrise de Anna Todd. Entre problèmes de santé chronique et mère surprotectrice, Aurea Pera
22 ans, se sent coincée. Mais lorsque le travail de sa mère les amène à Majorque, elle sait que cet été pourrait marquer le début de sa vie adulte. Rebelle pour la première fois, elle va seule à la plage et rencontre Julian, un Espagnol irrésistible. Il révèle sa naïveté mais attise son attirance. Au fil de l'été, il l'aide à sortir de sa coquille et à vivre des aventures qu'elle rêvait de connaître. À son retour, Rye doit décider si elle suivra enfin son cœur. Ok, j'imagine que Rye, c'est le surnom de Oriah. C'était comme pas clair, mais... Et l'avant-dernier, on arrive vers la fin de la liste. On a The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Après une promenade dans le jardin ou en forêt, les enfants pourront coller leur récolte en face des dessins de plantes et apprendre à reconnaître une tige, un pétale, une graine. En suivant les pas à pas illustrés, ils pourront réaliser facilement une couronne de pâquerettes, des mandalas de fleurs ou apprendre l'empreinte d'une fleur. Pour un éveil à la nature tout en douceur. J'ai compris, mais pas compris ce résumé-là. C'est sûrement le résumé qui me donne le moins envie dans tout ce qu'on vient de lire. Seasons, tome 2, un hiver pour te résister. De Morgane Moncomble. Star montante du patinage artistique, Lily Pham brigue la médaille d'or au championnat mondial. Son nouveau partenaire, Orion Williams, est son modèle, mais elle le méprise dès leur première rencontre. Il souhaite raccrocher les patins, mais son entraîneur lui impose cette dernière compétition. Ils se rapprochent au fil des mois, espérant tous deux obtenir la première place. C'est souvent ça, les histoires de romance, par exemple. Il y en a tout le temps un qui est comme... qui a une personnalité qui a l'air d'être un peu une personnalité de marde aux premiers abords, puis que la fille ou le gars méprise. En fait, c'est souvent la fille qui méprise le gars. Puis finalement, elle réalise que sous son air bourrasque, il y a un petit gars tendre. Alors voilà. Voilà pour le top 10 que Renaud Bride nous suggère pour les livres de romance. Ensuite, je voulais tout simplement vous montrer. En fait, elle n'est pas encore bien étayée, là, ma liste, mais j'essaie tranquillement pas vite de rajouter des livres sur Goodreads, justement, de ma Want to Read, donc ma liste de livres que je veux lire. J'en mets plusieurs là-dedans, et un de ces livres-là, c'est le livre Malice de John Gwynne, qui est justement un des auteurs que j'hésitais à lire en français ou en anglais. Comme ce n'est pas de l'humour et c'est de l'epic fantasy, ça se peut que je le lis en français, surtout qu'il y a une belle petite édition collector, là, le prix me gosse un peu, mais qui sort. Donc, dans le fond, c'est dans sa série du livre des Terres bannies. Donc, c'est une tétralogie, il y a 4 livres. Et ça a l'air que c'est très bon. Ça a l'air qu'il est très bon dans les descriptions de scènes d'action. Donc, je ne vous lirai pas tout le descriptif, mais c'est vraiment de l'epic fantasy qui me donne envie. Oui, je pourrais le lire en anglais, je pourrais le lire en français dans une édition de poche moins chère. Mais la collection me tente. En fait, quand c'est des stand-alone, ça me dérange moins de ne pas les posséder puis de les louer à la bibliothèque. Notamment, comme ici, j'ai un livre que je veux lire qu'on a à ma bibliothèque. C'est La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Et c'est un stand-alone. Ça me dérange pas de le lire en français, ça me dérange pas de pas le posséder. Mais quand c'est une série, je trouve ça cool de posséder des séries. Je trouve que c'est le fun à avoir dans une bibliothèque. Donc, Malice de John Gwynne me tente beaucoup. Donc, je voulais juste vous montrer ça. Ok, tantôt j'ai parlé de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, c'est un des noms qui revient le plus souvent dans les suggestions de lecture fantastique. Il y a deux séries, il y a plein de livres, il y a beaucoup de stand-alone, mais lui, dans le fond, il y a un univers qui s'appelle le Cosmere, Cosmere. Et dans son univers, il y a plusieurs séries. Une des séries qui est souvent recommandée pour s'introduire dans l'univers de Brandon Sanderson, c'est la série Mistborn, qu'on voit ici une portion de la page couverture de Mistborn. En français, ils ont traduit ça Fils de brume. Donc, c'est probablement la première série de Sanderson que je veux essayer. Puis, c'est une grosseur raisonnable parce que sa deuxième série, c'est Stormlight Archives, ou en français, les archives de... comment ils l'ont écrit ici? Les archives de Roche... Ah, c'est que j'ai eu des traductions. Les archives de Rochard. Mais en anglais, c'est Stormlight Archives.
Donc, Stormlight Archive, c'est sa plus grosse série, son bébé, c'est celle que beaucoup de gens adorent. C'est aussi des méchants gros volumes, c'est des bonnes briques. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Ben, premièrement, ça peut vous inviter à aller rechercher si vous avez envie de découvrir un nouvel auteur puis une nouvelle série fantastique. Mais je vous parle de tout ça parce que Brandon Sanderson est aussi celui qui a terminé les 3 derniers tomes de La Roue du Temps. Donc Wheel of Time, qui est une des séries fantastiques aussi considérées classiques. Mais l'auteur principal de La Roue du Temps est décédé il y a quelques années avant d'avoir le temps de terminer les 3 derniers tomes. Et sa femme a approché dans le temps Brandon Sanderson. Et c'est Brandon Sanderson, à travers des notes de Robert. C'est quoi déjà son nom? Attendez, là. Wheel of Time. De Robert Jordan. À travers les notes de Robert Jordan, il a terminé la série de Wheel of Time. Et Wheel of Time, comme vous le savez peut-être, a été adapté sur Amazon Prime, sur Prime Video, et n'est pas très bien coté. En fait, c'est un peu la discussion qui se passe ces temps-ci dans le monde fantastique, c'est que les adaptations fantastiques de romans ont beaucoup de difficultés. Et souvent, on remarque le point commun, c'est que c'est adapter des romans, mais il y a toujours un point où la production puis les screenwriters commencent à se calisser du matériel source et commencent à écrire ce qu'ils veulent dans cet univers-là. Ça a été le problème avec Game of Thrones, ça a été le problème avec la série dans l'univers du Seigneur des Anneaux, ça a été le problème avec La Roue du Temps. C'est un problème de Witcher, qui est d'ailleurs un des pires à ma connaissance. Ils veulent pas respecter le matériel source. Souvent, ils veulent inclure plein de petites politiques actuelles là-dedans. Ils veulent faire la morale aux gens puis inculquer leurs propres valeurs aux tiennes à travers de la fiction. Si ça sert l'histoire, c'est une chose, mais souvent, ça sert pas l'histoire puis c'est imposé. Et Brandon Sanderson a vu ça aller avec Wheel of Time. Et considérant que ces séries sont... en fait, il faut comprendre aussi, Brandon Sanderson a la campagne... Ben, en tout cas, je ne sais pas si ça a été détrôné récemment, mais pendant longtemps, Brandon Sanderson avait la campagne Kickstarter la plus payante de tous les temps sur Kickstarter avec une de ses séries de livres. Donc, ça vous donne une idée comment ces livres sont lus et vendus. Le gars, il ne manque pas d'argent. Et il voulait faire un deal d'adaptation. Ça tombe bien parce que j'arrive à un moment où justement je veux découvrir son univers. Et la semaine passée, il y a un deal qui a été fait entre lui et Apple TV pour adapter Stormlight Archives en série et Mistborn en trilogie de films, si j'ai bien compris. En tout cas, en film pour sûr, je pense qu'ils vont faire une trilogie comme les livres. Donc c'est très intéressant de savoir que Sanderson va être adapté, mais la nuance qui est très intéressante, qui n'a pas été le cas dans aucune autre série fantastique. Comme Brandon ne manquait pas d'argent et il n'était pas pressé de signer n'importe quel deal juste pour avoir un deal puis faire de l'argent, il veut pas que sa série soit bafouée comme le 3/4 des autres séries fantastiques adaptées en film ou en série. Alors, dans le deal avec Apple TV, il a gardé un droit créatif sur tout ce qui va se produire. Ça veut pas dire qu'il est l'auteur principal des screenplays puis que c'est lui qui va tout faire. Mais ça veut dire qu'il a le droit de veto sur tout ce qui va se faire. Donc, les auteurs de la série, par exemple, n'ont pas le droit parce que ça leur tente de juste faire non, moi dans la série Mistborn, j'ai ce bot-là. À la place, on va mettre 2 femmes lesbiennes qui sont écologiques. Parce que Brandon Sanderson peut arriver et dire non, on fait pas ça. Et ils n'auront pas le choix de pas le faire. Donc, c'est quand même très le fun de savoir que l'auteur va garder un certain contrôle artistique sur l'adaptation. Ça garantit pas que ça va être excellent, mais ça garantit au moins qu'on va pas bafouer inutilement certains éléments de cette série. Donc, moi qui aime découvrir des romans qui sont par la suite adaptés, ben, on s'entend, ça va pas sortir cette année, le temps que ça passe en écriture, en pré-production, en casting, en production, et ainsi de suite. On en a sûrement pour un minimum de 2 à 3 ans d'attente. Donc, ça me laisse le temps d'embarquer dans ces séries. Comme je dis, je vais commencer avec Mistborn. On l'a pas à ma bibliothèque, alors je risque de l'acheter.
Je sais pas encore si je la jette en français ou en anglais. J'avais le goût de me pencher vers le français, mais les éditions anglaises sont plus belles. Donc je vais peut-être y aller en anglais. Et par la suite, je verrai si j'embarque si j'aime ça assez pour embarquer dans Stormlight Archive. Donc super intéressant. Un deal avec un auteur et Apple TV. Et voilà, je pense que j'ai terminé pour la portion littérature. On va passer à la portion cinéma. Je suis allé voir avec ma blonde les Folichonneries. Qu'est-ce que les Folichonneries? Alors, les Folichonneries, c'est un film québécois écrit par Alexandre Roger et Éric Boulian, réalisé par Éric Boulian et mettant à vedette Éric Boulian, entre autres, qui joue un des deux personnages principaux avec Catherine Chabot, ou Chabot. Je sais jamais si c'est Chabot ou Chabot parce que tu vois, c'est Talbot. Talbot. Ah, j'ai toujours de la misère avec les noms en OT, je suis jamais certain. Ça doit être Chabot. Chabot? Catherine Chabot? Anyway, si vous le savez, laissez-moi savoir. Mais avec cette jolie demoiselle. Et dans le fond, le film, c'est c'est 16 ans et plus. Je vais y revenir, mais c'est 16 ans et plus. Ça vous donne une idée que c'est très graphique. Et c'est Hey, je veux pas le noter tout de suite le film. Désolé pour ceux qui écoutent juste en audio, c'est quand même DB me faisait un petit pop-up. Dans le fond, c'est un couple que ça fait 16 ans qu'ils sont ensemble. On voit, c'est très bien, je trouve, écrit et démontré que le couple s'aime beaucoup. L'amour n'est pas un problème. Par contre, il y a peut-être des petites frustrations sexuelles d'un côté et de l'autre pour différentes raisons. Et ils décident d'ouvrir leur couple. Donc, ça s'appelle Folichonnerie, mais c'est sur un couple qui décide d'essayer le couple ouvert. Donc, c'est très intéressant parce que quand ça commence, ils sont sur une application qui s'appelle Field et ils font leur profil, puis on voit la réalité qui est très ancrée dans la vraie vie. Là, je sais pas si j'ai pas fouillé, j'ai pas poussé ma recherche à savoir si un des auteurs est dans un couple libre ou s'ils ont juste consulté des gens qui le sont. Mais t'as sa blonde qui, elle a plein de matchs. Puis à chaque fois qu'elle commence une conversation, le gars il écrit, puis à un moment donné, paf, out of nowhere, dick pic, puis tu vois la dick pic dans le film. Là. Tu vois un bon membre en érection. Tandis que son chum, il n'y a pas beaucoup de matchs, puis quand il y a des matchs, il se fait ghoster, puis les filles écrivent plus, donc bref. Et au début, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ce qui s'appelle du soft swap. Donc, ils s'en vont avec un autre couple et le but, c'est de faire des folichonneries chacun de leur côté, puis peut-être qu'ils vont se mêler. Mais c'est très graphique, là. On voit des vagins, on voit des vulves, on voit des pénis, on voit des seins en masse. Et j'ai été surpris parce que il y avait beaucoup de têtes blanches dans le film. Bon, c'était la sortie, puis c'est un film québécois. On sait que les personnes âgées vont souvent encourager des films québécois, mais il y en avait beaucoup, là. J'ai vraiment été surpris. En même temps, je parlais de ça avec une collègue, puis comme, ouais, mais tu sais, c'est souvent des gens qui viennent du mouvement Peace and Love à l'époque, donc où il y avait plus de liberté. Fait que finalement, ça fait peut-être un peu du sens, mais j'ai quand même toujours l'impression que les gens plus âgés ont le jugement plus facile sur des relations hors normes, comme le couple ouvert, le couple libre. Mais tout ça pour dire, c'est pas un film parfait, mais j'ai quand même bien aimé ça. La nudité, puis honnêtement, je dis nudité, je me demandais même à un moment donné, moi qui ai déjà fait de la télé puis qui a été derrière la caméra, je vois toujours le behind the scenes. À chaque fois que je vois des scènes explicites, je me dis, mon Dieu, que ça devait être weird à filmer. Puis je sais pas comment ils ont filmé ça parce qu'à un moment donné, encore une fois, sans être, sans aller trop dans l'explicité, mais la première fois qu'ils font une expérience dans le film, les deux couples baisent ensemble sur un lit dans une chambre d'hôtel, mais tu vois vraiment, mettons, Catherine Chabot, encore une fois, j'oublie toujours le haut pilté, qui, elle est en train de le chevaucher pendant que lui embrasse la blonde de l'autre, puis c'est pas comme dans un film, pas 16 ans et plus, où est-ce que tu dis, bon, ils ont des sous-vêtements couleur peau, pis tout. Non, non, ils sont vraiment nus, puis elle est vraiment assise dessus, puis à un moment donné, elle se lève, et tu vois vraiment leurs membres, donc tu dis, elle était vraiment assise dessus, puis là, je me dis juste, mon Dieu, que ça devait être malaisant à filmer, parce que t'as tout un crew en arrière, c'est pas de la porno, mais dans la production, c'était pas loin, là, honnêtement, là, c'était pas loin.
La seule chose qui le différencie de la porno, c'est que t'as pas des gros plans de qu'est-ce qui se passe. Mais honnêtement, c'est extrêmement explicite. Ceci dit, c'était pas explicite pour rien. Le côté explicite, c'est pas à chaque 30 secondes, là, c'est quelques scènes quand même dans le film. Euh, mais ça servait l'histoire. C'est correct, mais faut le savoir. Faut savoir dans quoi on s'embarque. C'est pas 16 ans et plus pour rien. Ce que j'ai aimé du film, c'est que j'ai trouvé que c'était quand même très, justement, ce que j'ai dit par rapport aux applications de rencontres. C'était très réaliste, c'était très groundé par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. Et mon inquiétude quand je vais voir un film québécois, spécialement un film québécois comme ça, c'est qu'on est bon au Québec, je sais pas pourquoi, là. Ça me fâche à chaque fois que j'en parle, ça vient me chercher. J'aime pas beaucoup les auteurs québécois. Tout doit toujours finir dans le gros drame. Peu importe c'est quoi ton sujet de base puis ton élément déclencheur, il faut que ça finisse, que ça vire ultra mal, qu'il y en a un qui meurt, que tout le monde se laisse, que c'est le gros chaos. Et sans rien spoiler, il y a des up and down. On voit justement les up and down d'un couple ouvert, comment ça peut être positif, comment ça peut être négatif. Mais on voit aussi les up and down d'un couple normal, d'un couple traditionnel. Il y a du positif et du négatif aussi. Et malgré les up and down, il y a des défis, il y a des challenges que les deux personnages doivent surmonter. De la manière que ça finit, sans rien spoiler, j'ai trouvé que ça finit correctement. J'avais peur que ça soit un genre de drame où est-ce que finalement la morale c'est que tout le monde devrait être dans un couple normal, les couples libres c'est tout de la merde, puis que tout le monde s'est laissé. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est un couple qui a deux enfants en bas âge. D'ailleurs, les jeunes comédiennes qui jouent leurs enfants, chapeau. J'ai souvent de la misère avec les comédiens au Québec. Je trouve qu'on a beaucoup de mauvais comédiens, sincèrement, beaucoup plus qu'ailleurs. Juste quand je regarde les émissions de police puis d'enquête que ma blonde regarde, quand il y a tu sais, des rôles secondaires, là, un gars qui se fait rentrer dans la salle d'enquête pour se faire questionner, calisse que la majorité sont mauvais. Et les jeunes petites filles qui jouent ça, qui d'ailleurs n'ont sûrement pas eu le droit de regarder le film au complet, là. Ils se sont sûrement juste fait montrer leur scène puis that's it. Simone Ledoux puis Agathe Ledoux. Ah, c'est deux vraies sœurs en plus, je savais pas. Elles sont excellentes. Elles sont vraiment très bonnes. Puis bref, tout ça pour dire que ça finit pas dans le gros chaos. Ça finit pas dans le gros drame québécois. Et j'ai vraiment apprécié ça. J'ai trouvé que c'était un regard réaliste sur une situation de notre époque. Donc voilà. Folichonnerie, si vous avez envie d'encourager le cinéma québécois, vous avez envie de voir quelque chose de différent et que vous êtes curieux aussi de voir de quoi peut avoir l'air l'étude d'un couple qui ouvre les portes de son couple, j'ai trouvé ça bien intéressant. Ce qui m'amène, j'en ai déjà parlé, je pense, pendant le podcast, mais j'ai envie d'en reparler. Si vous êtes quelqu'un qui allait souvent au cinéma, ce que je vous conseille, puis pour vrai, là, même si vous y allez juste une fois de temps en temps, je pense que ça vaut la peine de prendre l'abonnement pour juste avant d'aller voir votre film, puis de l'enlever après. Je veux parler du ciné-club. Moi je suis pas vraiment inquiet que les cinémas vont disparaître. Là. Les gens pensaient que les cinémas allaient disparaître quand la TV a commencé à rentrer dans les salons de monsieur, madame, tout le monde à l'époque, puis les cinémas existent encore, mais c'est sûr que le streaming fait quand même une claque au cinéma. Je sais qu'il y en a qui détestent aller au cinéma. Moi, j'adore ça. Parce que, puis souvent, les gens qui détestent aller au cinéma, c'est tout. Encore là, je veux pas rentrer. Vous avez le droit de pas aimer le cinéma. Là. Si t'aimes juste pas ça parce que t'es bien chez vous, c'est bien correct. Mais souvent, c'est du monde aussi qui sont pas concentrés dans le film, qui passent la moitié du film sur leur tabarnak de cellulaire. Je commence à rentrer en croisade contre les téléphones, puis le span d'attention d'un poisson rouge des gens de nos jours me fait capoter. Donc j'aime aller au cinéma parce que t'as pas le choix de rentrer dans l'immersion de ce que le producteur et le réalisateur t'offrent. Euh, le fait de partager un moment avec d'autres gens, honnêtement, quand tu vas avoir une bonne comédie, c'est pas pareil de la regarder chez vous puis avoir juste un petit sourire quand quelque chose est drôle ou de rire avec tout le monde dans une salle, ça n'a pas le même impact. Quand tu vas voir un gros film d'action ou une grosse franchise puis qu'il arrive un moment, une révélation, tu sais comme le fameux moment dans Endgame, même si c'est pas mon film préféré, où est-ce que Captain America, il prend Mjolnir, le marteau de Thor, pour la première fois. Quand tu vois ça chez vous, t'es juste comme oh wow, cool. Mais quand tu vois ça au cinéma, tout le monde est comme wow! Puis tout le monde, genre wouh! Le côté expressif de découvrir quelque chose avec d'autres tripeux dans une salle,
ça n'a pas de prix. Si t'aimes pas ça aller au cinéma puis que t'es pas cinéphile, je peux comprendre. Mais si t'es cinéphile comme moi, j'aime beaucoup l'art derrière le film. J'aime la création, j'aime le processus de l'auteur, le processus du réalisateur, le directeur de la cinématographie, celui qui s'occupe du visuel, de comment le film va looker. Pour moi, c'est un art qui vaut la peine d'être découvert sur un gros écran. Euh, le fait d'avoir ça en gros, d'être blasté, de pas avoir l'occasion. Bon, il y en a qui le font pareil, puis je leur crisserais une tabarnak de claque, mais de pas avoir l'occasion de regarder ton téléphone parce que tu es dans le film. S'il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment puis que tu regardes ton hostie de téléphone pendant un film au cinéma, dis-moi pas que tu le fais parce que je m'en viens chez vous te ici une claque, sincèrement. Je comprends pas le monde qui font ça. T'es au cinéma pour pas faire ça, de un. De deux, il y a d'autres gens autour de toi. Ferme ton tabarnak de téléphone. Si t'es pas capable de pas regarder ton téléphone pendant 1 heure et demie, décalisse. Ça me fâche, ça vient me chercher. Mais voilà. Fait que tout ça pour dire, j'adore l'expérience cinématographique, l'odeur, le popcorn. Je pense que si on aime ça, c'est important d'aller encourager nos films au cinéma. D'ailleurs, quand il y a un film québécois que vous voulez voir, s'il vous plaît, allez l'encourager au cinéma. Les deux manières d'encourager nos cinémas, la première, c'est d'aller le voir parce que la plupart du box-office, les recettes vont directement à la production, donc ça l'encourage le film. Mais ensuite, je sais que vous trouvez toutes que c'est cher, le popcorn puis les bonbons au cinéma, je comprends. Mais il faut comprendre que les cinémas survivent grâce à ça. Parce que les cinémas touchent pas grand-chose de la vente des billets. Les cinémas font la majorité de leur argent avec la vente de nourriture. Donc peut-être que c'est cher, mais si vous tenez à la survie des cinémas, ben payez un peu plus cher. De temps en temps au moins, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, mais pour pogner un popcorn ou de la bouffe. Même si c'est cher, c'est ça qui fait survivre les cinémas. Puis où je voulais en venir, c'est que je ne pense pas que les cinémas vont mourir, mais c'est sûr qu'ils vont diminuer. On le voit, là, moi, tous les cinémas locaux ferment de plus en plus. Moi, le cinéma Delsun où j'ai travaillé en 2011 a laissé place à des hosties de condos. Les cinémas ferment de plus en plus. Donc, je suis bon pour aller de gauche à droite, mais je voulais encore vendre les mérites du ciné-club. Le ciné-club, c'est 9,99 plus taxes par mois, ça revient à 11,49. C'est le même prix que Amazon Prime. Puis dans le fond, quand vous vous inscrivez au cinéma, automatiquement, ça vous donne, dans votre abonnement mensuel à 9,99 plus taxes, ça vous donne un billet pour un film de base. Donc c'est sûr que s'il est en 3D Ultra VX, vous allez devoir payer la différence entre quand tu regardes le prix de base d'un billet régulier puis la version Ultra VX, mettons que la différence est de 3$, là, ils vont te faire payer le 3$. Mais si c'est un film régulier, comme je vais souvent voir, tu as un billet à tous les mois. Si tu ne l'utilises pas dans le mois, il s'accumule pour le mois d'après. Donc le mois d'après, tu vas avoir 2 billets. C'est pas fini. But wait, there's more! Quand moi je vais souvent avec ma blonde au cinéma, où j'y allais avec Cigogne, j'ai fait ta nouvelle commande, by the way. Oh! J'ai hâte que tu streams, Cigogne. Tu parles de la commande sur ton stream, là? Parfait. J'ai hâte que tu streams pour tester ça. Mais d'ailleurs, parlant de Cigogne, qui écrit dans le chat, j'allais souvent au cinéma avec lui dans le temps où il n'habitait pas dans le bois. Puis ton deuxième, quand tu vas voir un film, tu as le droit à un autre billet au prix du ciné-club. Donc au lieu de payer ton billet régulier à 13 et quelque chose, ben, tu le payes 9,99. Donc, comme je dis, tu vas au cinéma juste une fois de temps en temps, tu prends ton abonnement la journée que tu y vas, au lieu de payer ton billet, puis mettons tu vas là avec ta blonde ou un ami, ben, au lieu que vous allez payer chacun 13 et quelque chose pour votre film, vous allez chacun payer 9,99. Parce que comme je dis, le deuxième billet est également au prix du membre, donc de 9,99. Donc, je te le dis, tu vas au cinéma une fois par mois, puis c'est rentable, quitte à enlever ton abonnement après. Et surtout, je viens de dire que c'est important d'encourager les cinémas en achetant de la bouffe. Ben, tu as 20% off au comptoir de bouffe. Puis pour vrai, ça paraît. Tu achètes un popcorn, un coke ou un trio, 20%, ça paraît. Ça te permet d'encourager le cinéma tout en ayant un rabais. Donc, voilà. Puis quand tu achètes en ligne, ce que je fais tout le temps, il y a un petit frais de transaction en ligne quand tu n'es pas membre Ciné-Club. Puis quand tu es membre Ciné-Club, il est annulé. Pour vrai, dans tous les abonnements, là, on sait qu'on est inondé d'abonnements mensuels à gauche et à droite sur plein de plateformes. Dans tous les abonnements qui existent, à mes yeux, ce que Cinéplex a fait avec le Ciné-Club, c'est un des plus avantageux.
Je le dis, tu y vas une fois par mois puis c'est rentable. Puis en plus, si tu y vas pas, tu peux garder ton billet pour le mois d'après. Moi qui est souvent au cinéma, il y a des périodes comme là, récemment, ben, je suis allé pareil, mais il y a pas eu beaucoup de sorties intéressantes, je trouve, récemment. Mais sinon, quand il y a des films qui m'intéressent, je suis souvent au cinéma avec ma blonde. Donc, puis en plus, ben voilà, moi je l'ai pas pris parce que là, ça commence à me faire cher présentement. Mais si tu prends l'abonnement annuel, ça te donne un mois gratuit supplémentaire. Ça vaut énormément la peine. Je voulais vendre les mérites de Ciné Club parce qu'à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, ils savent tous pas que ça existe. Donc, Ciné Club de Cinéplex, pour moi, c'est un de mes abonnements mensuels que je rentabilise le plus. Alors, je voulais vous en parler. Dans les nouvelles, tantôt, j'ai parlé qu'il y avait un nouveau Lego qui sortait par rapport à un film. Ça a été annoncé cette semaine. Je m'attendais pas à ça. Alors, je vous ai parlé du livre Project Hail Mary, ou en français, le projet Dernière Chance. Eh bien, le film sort le mois prochain. Et Lego nous sort un set à 130$ de 830 pièces. C'est quand même, on voit que les prix montent parce que à 130 avant, tu étais dans le 1000 quelques pièces. Mais bref, je le trouve quand même très hot. C'est littéralement le vaisseau qu'on voit dans le film sur un socle. Donc, ça me fait un peu chier de ne pas avoir d'argent pour ça présentement. Parce que surtout qu'il est blanc, vous voyez pas, mais en haut de mon Kallax de Ikea, j'ai ma navette spatiale, j'ai la fusée Saturn V de la NASA, j'ai un avion d'Air Transat. Tout ça c'est blanc, donc ça aurait été super cool de pouvoir aller mettre ce Lego-là ici. Donc je voulais juste vous en faire part. Donc Lego qui nous annonce un partenariat dans la série Lego Icons. Alors je trouve ça quand même bien intéressant malgré le prix qui est peut-être un petit peu élevé. C'est quand même cool de savoir qu'ils ajoutent un nouveau vaisseau. Il y a un beau stand, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis quand même. Je le trouve très cool. Je sais pas si tu peux faire la même rotation que dans le film, là, parce que dans le film puis dans le livre, tu peux pour avoir une force centrifuge puis permettre d'avoir une gravité, le haut et le bas se détachent. Dans le fond, le secteur habitable se détache des réservoirs d'astrophage, qui est le carburant. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Et ça flippe à l'envers et ça se met à tourner à grande vitesse. Ça fait une force centrifuge. Donc, il me semble pas être capable de faire ça parce qu'il n'y a pas de photo nulle part. Mais, n'en demeure pas moins que c'est quand même un Lego qui est très cool. Alors voilà, je voulais vous parler de ça. Je vais prendre une autre gorgée de café. Bon, là, ça commence à faire quelques jours, mais on a malheureusement perdu une actrice canadienne, Catherine O'Hara, qui est décédée. Au moment où je parle, je pense qu'ils n'ont pas encore, à moins qu'il y ait de quoi qui soit sorti récemment, là, que j'ai pas vu, mais on ne sait pas de quoi elle est décédée. Là. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a l'air qu'elle aurait eu une maladie vraiment récemment et rapide. Tu peux tout faire avec ton imagination. Ah, si seulement cigogne. Comme Bob l'éponge disait. Ton imagination. Mais ouais, Catherine O'Hara, qui est une actrice canadienne qu'on a tous connue comme étant la maman à Kevin dans les deux premiers films de Home Alone. Plus récemment, elle était aussi dans Schitt's Creek, que je connais mais que je n'ai pas vu. Mais elle était également dans The Studio avec Seth Rogen, que j'ai regardé, dans lequel elle est effectivement, c'est vrai que c'est une excellente actrice. À l'époque, on l'a aussi vue dans Beetlejuice. Donc voilà, c'est une dame qui était, à ce qu'on dit, très aimée dans le milieu, comme beaucoup d'acteurs canadiennes. Ça a l'air qu'elle était très sympathique, elle était très drôle. Donc voilà, je ne vais pas nécessairement m'éterniser sur la nouvelle, mais nous avons perdu Catherine O'Hara. Donc repose en paix, Madame O'Hara. Ensuite, on avait eu un teaser, mais il y a officiellement une bande-annonce du film de Michael qui est sorti. Je ne l'ai même pas encore regardé. On va peut-être faire ça après le podcast. Je vais regarder ça en stream. Mais pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, on avait juste eu un petit teaser qui ne montrait pas grand-chose. Nous avons maintenant droit à une bande-annonce. Donc, je tenais à vous le laisser savoir si vous avez envie d'aller regarder ça. Ensuite, ça a l'air qu'il y a un documentaire sur Melania Trump qui est sorti. Et il y a un article de Marc Cassivi que j'ai lu que je vais vous résumer en très gros résumé.
Mais ça a l'air que c'est un film dans lequel on n'apprend pas grand-chose, qui est pas très intéressant. Dans le fond, ça dit que Melania veut démontrer qu'elle réinvente le rôle d'épouse du président. Il dit, c'est littéralement écrit noir sur blanc avant le générique. Donc c'est pas peu dire, la fille qu'on n'entend jamais nulle part, qui a de la misère à donner des becs à son mari ou vice-versa, puis qui a un chapeau qui cache la face la moitié du temps, ça a l'air qu'elle réinvente le rôle de président, d'épouse du président. C'est réalisé par Brett Ratner, qui aurait fait Rush Hour et X-Men, que ça a l'air que c'est un cinéaste qui est accusé d'inconduite sexuelle par 6 femmes. C'est juste pour continuer d'ajouter au cas. Bref, faut aller lire l'article de Marc Cassivi à la presse, là, mais en gros, ça a l'air que c'est très artificiel, c'est très superficiel. On voit, il dit Madame Trump a le charisme naturel d'un cyborg qui aurait maîtrisé l'art de marcher en toutes circonstances, comme sur le podium d'un défilé de mode. Il n'y a pas un seul instant où l'on sent le moindre spontanéité chez elle. Dans ses gestes comme dans ses paroles, elle est filmée et elle le sait. Jamais elle ne dévoile même une parcelle de sa réelle intimité. Donc voilà, ça a l'air que c'est pas très bon. Et je suis pas surpris, et ça m'intéresse pas. Ceci dit, je pense que dès que quelque chose touche Trump, si je me fais l'avocat du diable, les gens veulent être négatifs et méchants. Dès que ça touche Trump, au lieu d'essayer de garder un regard critique, on va tout de suite dans la facilité et la négativité. Donc je sais pas si c'est ce que Marc Cassivi a fait. Mais considérant que c'est vrai que Melania Trump ne semble avoir aucun charisme, je suis pas surpris. Et c'est le genre de film qui m'intéresse pas du tout. Mais si vous avez envie de le voir, c'est sur Amazon Prime. Ok, on rentre dans le jeu vidéo. J'ai rien essayé cette semaine. J'ai pas beaucoup gamé cette semaine, donc je n'ai pas d'expérience personnelle à vous partager. Ceci étant dit, j'en ai partagé un peu j'en ai parlé un peu sur Discord. Valve qui est encore poursuivi par rapport au prix des jeux. Donc, le tribunal a autorisé une action collective de pas loin de. C'est combien? Es-tu écrit ici en dollars canadiens ou américains? Non, ils le mettent en millions de livres sterling, là. Mais je pense que c'est comme 900 millions de dollars la poursuite. Mais on parle de 670 millions de livres sterling visant le prix des jeux. Et il n'y a rien pour moi qui a fait du sens dans cet article-là, puis dans cette poursuite-là. La compagnie est accusée d'abuser de sa position jugée dominante. La poursuite affirme que Steam impose des conditions strictes aux éditeurs, les empêchant de vendre leurs jeux moins chers ou de les acheter sur des plateformes concurrentielles. Résultat, les joueurs restent coincés dans l'écosystème Steam, surtout pour les DLC qui doivent être achetés sur la même plateforme que le jeu de base. Donc ça, c'est à voir, là. On m'a dit que peut-être que c'était pas exclusif à Steam. Moi, j'avais dans la tête que quand tu achètes un DLC, même sur Epic par exemple, t'as pas le choix de le jouer avec le jeu de base sur Epic. Ceci dit, même si mettons ce serait pas le cas, moi c'est pas mon gros problème. Ils disent on reste coincé sur Steam. Faut comprendre que c'est vrai que Steam a un monopole, mais j'en ai parlé plein de fois. Steam a un monopole parce qu'ils offrent un bon service et un bon produit. J'avais vu un graphique à un moment donné qui montrait que pour un jeu spécifique, pendant qu'il était offert gratuitement sur Epic Games, il était plus téléchargé sur Steam ou est-ce qu'il était même pas gratuit. Donc on n'est pas coincé, on reste sur Steam parce que même si Steam a eu son lot de petites affaires shady dans le passé, c'est une des rares plateformes où est-ce que on a l'impression quand même qu'ils défendent les intérêts la plupart du temps des joueurs et de leurs clients, c'est-à-dire nous. Tandis que dans les autres plateformes, c'est pas le cas. Il faut savoir que la poursuite a été intentée, entre autres, par Vicky Shotbolt. Vicky Shotbolt, que quand on lit son Wikipédia, ça a l'air d'être une bonne personne qui veut défendre le droit des enfants en ligne. Mais il faut aussi savoir qu'elle était dans le board derrière le Online Privacy Act en Angleterre. Tu sais, ce même concept où est-ce que maintenant vous êtes obligé de vous enregistrer avec un ID sur tout ce que vous faites en ligne. Donc on dit que c'est sous le prétexte qu'on veut protéger la sécurité des enfants, sauf que maintenant vous n'avez plus aucune vie privée sur n'importe quoi que vous faites en ligne. Moi, ça me fait capoter que. Puis cette femme-là, c'est le genre de personne qui se dit que c'est pour la sécurité. Elle va vous enlever tous vos droits si elle est capable, sous prétexte que c'est pour votre sécurité, mais il n'y a jamais aucune étude qui est faite ou aucun jugement
critique envers l'autre côté de la médaille et les conséquences que ça peut amener. Puis, elle dit que Steam a un monopole qui est négatif, mais j'ai écrit quelque chose dans le Discord de la Team Fauchers. Je veux juste vous dire que j'avais fait un recap de qu'est-ce que Steam faisait que les autres ne faisaient pas. En actualité gaming. Ben, qu'est-ce que Steam fait pour les joueurs que la plupart des autres plateformes ne font pas? C'est pour ça que j'ai de la misère à avoir de l'empathie pour ce recours collectif-là qui, à mes yeux, ne fait aucun sens. Tu as une fenêtre de 2 semaines de remboursement sans aucune question posée. Steam a forcé les développeurs à respecter leur deadline pour les DLC puis les Season Pass pour être sûr que leurs clients, les joueurs, se fassent pas avoir. Steam a implémenté le Family Sharing pour éviter de racheter le jeu plein de fois pour une même famille, donc tu peux le partager avec les membres de ta famille. Steam a banni les publicités in-game pendant que toutes les autres plateformes cherchent tous les moyens inimaginables de vous inonder de pubs dans tout ce que vous faites et vous consommez. Steam a banni de facto les jeux crypto NFT très rapidement, sachant que ça mettait en risque les joueurs. Alors que toutes les autres plateformes, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'aller chercher votre argent, votre attention, vous inonder de pubs, vous inonder de produits, peu importe que ce soit avantageux ou non pour vous. Sigogne dans le chat qui dit tu as le droit à 5 personnes dans la famille en plus. Exactement. Donc, tu sais, je dis pas que Steam est parfait, mais puis ça peut changer, hein. Steam demain matin peut devenir evil. Mais pour l'instant, Steam est selon moi la plateforme la plus stable, la meilleure plateforme en termes de UX, donc de User Experience. C'est là où tout est le plus facile selon moi et le plus simple. Quand je parle de performance et de stabilité, à chaque fois que je suis sur Epic, je sacre. Alors que sur Steam, j'ai aucun problème. Donc, il faut garder ça en tête. Puis, il parle des prix. Je m'excuse, mais justement, Steam fait des Winter Sale, des Summer Sale, des festivals. En ce moment, on a le Typewriting Fest, que je trouve loufoque, mais qui existe pareil. Est-ce que ça veut dire que c'est là où tu peux avoir les meilleurs prix? Peut-être pas. Je suis moi-même quelqu'un qui achète sur Humble Bundle, Instant Gaming, des places de même. Mais si c'était pas de Steam, je pense pas qu'on aurait autant de ventes avec des 70, 60, 80, 90% de rabais parce que Steam a normalisé ça. C'est pas quelque chose qui existait avant. À l'époque, là, c'était normal, tu achetais tout le temps tes jeux plein prix, puis that's it, that's all, là. Fait que je trouve ça ironique, tout ce qui est mis dans cette poursuite-là de quelqu'un qui ne comprend pas le marché. Et souvent, c'est quelqu'un qui ne consomme pas du marché. J'écoutais l'autre fois une vidéo de Legendary Drops, si je me rappelle bien, sur YouTube, qui disait c'est tout le temps du monde qui ont rien à voir dans le milieu, qui essaient de faire de la merde. Les gens concernés, comme nous, les joueurs et consommateurs, on n'est jamais questionnés. On n'est jamais passé dans un sondage. T'as quelqu'un qui sort de nulle part, qui décide qu'il va être ton héros, puis qui va venir te sauver d'un problème qu'il n'y avait même pas avant. Fait que c'est créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc je trouve ça vraiment ironique. Comme Sigogne dit, il y a toujours des ventes sur Steam. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas gagner et que Steam va gagner. Là, t'as le CEO de Epic qui s'en est mêlé, qui est comme ouais, c'est vrai que c'est un bon recours collectif parce que Steam, c'est pas correct qu'est-ce qu'ils font. C'est comme dit le CEO de la compagnie qui charge 5% sur toutes les ventes de jeux et DLC qui utilisent Unreal Engine. C'est toujours l'hypocrisie dans ce milieu-là. Justement, je dis pas qu'ils sont parfaits, mais je trouve que la compagnie la moins hypocrite, qui essaie le moins de faire à semblant qu'ils sont là pour toi puis qui dans le fond ils le sont pas, c'est Steam. Alors j'espère que Steam va gagner puis fuck Vicky Shotbolt qui a fait partie des gens qui ont réussi à retirer encore un peu plus la vie privée des gens en Angleterre et c'est dangereux pour les autres pays parce que les autres pays regardent ça en se disant on peut faire ça nous aussi parce qu'on va pas se mettre le doigt dans l'œil, ça va pas sauver la sécurité des enfants en ligne. Tout ce que ça fait, c'est de vous brimer, vous, dans vos droits, dans votre droit à la vie privée, dans votre droit à la liberté d'expression. Je sais que c'est un terme qui est souvent lancé à gauche et à droite, la liberté d'expression, mais c'est ça pareil. On le voit en Angleterre. Tu peux chercher, puis il y a souvent des gens que la police vient cogner à leur porte parce que tu as fait un post Facebook. Je parle pas d'un post Facebook qui prône la violence. Ça, c'est correct qu'on vienne t'arrêter pour ça. Mais tu fais juste donner une opinion, puis on vient t'arrêter pour ça. L'Angleterre est un pays en chute libre en ce moment, selon moi, puis ça fait peur parce que tout ce qu'ils font, les autres pays regardent ça d'un œil intéressé. Donc voilà. Alors, je voulais parler de ce fait-là qui est inquiétant.
Donc, on passe rapidement à d'autres nouvelles. On a Elder Scrolls, dans le fond, le remaster de Oblivion que j'ai envie de jouer, qui est sur le Game Pass, qui me donne envie. Ben, pour la première fois, il va être disponible sur la Switch 2. Donc, si vous aviez envie d'essayer le jeu et que vous avez une Switch 2, sachez que le jeu sera disponible sur votre console, mesdames et messieurs. Donc voilà, je voulais simplement vous laisser savoir que c'est une annonce que Bethesda a fait c'était quoi l'événement de Nintendo qu'il y a eu récemment là, au Nintendo Direct. Donc rien à tout casser, mais ils sont venus annoncer que leur nouveau remaster va être disponible sur la Switch 2. Ensuite, la Steam Machine, une nouvelle pas étonnante, mais un peu triste. En gros, là, Steam ont annoncé que même si on n'avait déjà pas de date officielle de sortie, ils ont annoncé puis on n'avait ni de date officielle ni de prix officiel. Mais là, ils parlent qu'avec toute la hausse des prix fulgurante à cause de l'intelligence artificielle qui construit des data centers à gauche et à droite, euh, ils vont devoir revoir à la hausse le prix des Steam Machines, qu'on sait déjà pas c'est combien, et qu'ils vont devoir repousser un tout petit peu la date ou le moment qu'ils avaient en tête de sortir la Steam Machine. Donc encore une fois, il n'y a pas de chiffre officiel ni de date officielle. Et il n'y a rien d'étonnant, mais c'est ça, le billet explique que, je vais citer, cette situation entraîne une hausse du coût des composants essentiels, ce qui oblige à réévaluer la date de sortie et à revoir les prix. Son ambition de lancer les 3 appareils d'ici à la fin du premier semestre de l'année est toujours d'actualité. Donc, à suivre, mesdames et messieurs, à suivre. Ensuite, au niveau de jeux de société, encore une fois, je n'ai pas eu le temps d'essayer grand-chose. Par contre, la mère à ma blonde est revenue de France. Euh, Elle a ramené un petit jeu de party qui est fait en phrase qui s'appelle Présage de Maxime Rambourg et Ben Renault. Et qui est édité par Spiral Édition et distribué en France par BlackRock Games. Je sais pas si c'est distribué au Québec, j'ai pas cherché. Mais ça semble être un petit party game, ça semble être quand même intéressant. Ça joue à minimum 4, donc je pourrais pas le tester avec ma blonde tout seul. Il va falloir qu'on essaye ça avec ses parents. En gros, là, ça a l'air d'être un jeu. Le but, c'est de se débarrasser de ces cartes le plus vite possible. Les cartes vous donnent des pouvoirs et vous utilisez vos pouvoirs soit pour booster votre partenaire ou pour nuire à votre adversaire. Ça a l'air simple, ça a l'air intéressant. Donc, présage, je vais essayer d'essayer ça aussitôt qu'on aura une petite soirée gaming. Mais j'ai rien essayé récemment. Je voulais juste partager un petit jeu sur Ludovox qui a attiré mon attention. Ça s'appelle Homestaging. C'est un roll and write. Et dans le fond, l'auteur de l'article, il dit que lui-même n'aime pas les roll and write d'habitude, mais la thématique, comme moi, l'intéressait. J'ai toujours aimé la thématique des homestaging. Quand j'écoute Queer Eye sur Netflix, le homestaging, à la fin, c'est toujours la portion que j'ai le plus hâte de voir. J'ai adoré refaire la petite déco dans mon bureau. Même si c'est pas inné chez nous, je pense que je m'améliore. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc la thématique m'intéressait, puis tu sais, sans vous lire tout l'article, en gros, on a un livre, un carnet de mission. Il faut faire du homestaging pour un client. On a un petit carnet, il faut faire des plans. Et après ça, c'est un roll and write. Donc, je vous décris pas comment jouer au jeu, là. C'est juste qu'il y a certaines cartes reliées à votre mission que vous devez piger. Et ça va guider un petit peu là, votre mission de homestaging à travers tout ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un jeu que je ne savais pas qu'il existait. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, peut-être, qui sait, peut-être que je pourrais poser mes yeux là-dessus. J'avais pas une autre chose aussi. Non, c'est tout ce que j'avais pour les jeux vidéo. Puis dans le Maria, on arrive vers la fin. Dans le Varia, j'avais pas grand-chose. En fait, j'ai vu un article qui porte à réflexion. Euh, Elon Musk, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on s'en crisse, c'est pas le point. Qui dit que d'épargner pour la retraite va être irrelevant, donc ça sera pas pertinent dans la prochaine décennie. Et dans le fond, l'article explique, qui questionne si ça vaut la peine d'épargner ou non pour la retraite. Je vais vous donner mon opinion après, mais d'épargner ou non pour la retraite à cause de l'intelligence artificielle et des robots qui, selon lui, vont nous déloger du marché du travail. Dans le fond, il explique que
On le voit déjà avec les jobs à col blanc. Dans le fond, tous les jobs col blanc, les jobs de bureau, c'est amené de plus en plus à disparaître parce que l'intelligence artificielle, on le voit, remplace ça. Faites juste penser à la programmation. Moi, je me rappelle, c'est pas loin de 10 ans, là. Il y a 10 ans, on se faisait encore conseiller d'aller apprendre la programmation parce que c'était les jobs d'avenir. Et 10 ans plus tard, tout le monde dit allez pas en programmation parce que tout ce qui est numérique, tout ce qui est programmation, il va toujours avoir un petit peu de job, mais c'est remplacé par l'intelligence artificielle. De même, on le voit déjà. Et il dit que tranquillement, pas vite, dans le fond, il dit les avocats, les comptables, les analystes, les gens en marketing, les programmeurs et tous les jobs qui ont longtemps été considérés comme safe, entre guillemets, c'est déjà en train d'être remplacé. Donc, il dit qu'éventuellement, ce qui va venir, ça va être les cols bleus, les jobs de col bleu. Donc, avec les robots humanoïdes, la mécanisation qui va être de mieux en mieux, tu mêles ça avec l'intelligence artificielle, les jobs physiques vont être, pas longtemps après, de plus en plus remplacés. Les jobs d'usine et de logistique, de construction, même dans le service, ça va être de plus en plus remplacé. Donc, il pense que la transition va être agressive en plus. Là, il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas la vérité absolue, mais il dit 3 à 7 ans. Et selon lui, c'est là où on va en jaser. Selon lui, le fait que tous ces jobs-là vont être remplacés, ça va pas créer une. À chaque fois que je lis en anglais, j'ai toujours de la misère à traduire en temps réel en français. C'est pour ça que je respecte beaucoup ceux qui font de la traduction en temps réel. Mais il parle pas qu'il va manquer de ressources pour les gens et qu'on va tout être dans la merde. Selon lui, c'est l'inverse. C'est la vision idyllique, utopique, qu'on va être dans l'abondance. Parce qu'il dit si les robots et l'intelligence artificielle peuvent produire des biens et services à un coût marginal presque à zéro, ou minimal en tout cas, parce que tu as tes coûts initiaux de lancement, puis après ça ne te coûte plus grand-chose pour produire, ben, selon lui, ça veut dire que la nourriture, le logement, le transport, l'énergie, tout ce qui est l'industrialisation, tout ça, ça va devenir crissement moins cher. Désolé de sacrer. Donc, la productivité va exploser. Pas parce que les humains travaillent plus fort, mais parce que les machines le font presque au complet pour presque rien. Donc, il parle du Universal High Income, ce qu'on peut comparer au UBI en anglais. Là. Vous avez peut-être déjà entendu le concept Universal Basic Income. C'est un petit peu la même affaire. C'est que tout le monde reçoit un salaire, tout le monde reçoit de l'argent parce qu'il y a tellement de productivité que si on veut que la vie continue, si on veut que les compagnies continuent à faire de l'argent, ben, si les gens n'ont plus de job, ça leur prend de l'argent pour dépenser. Donc, ça leur prend un salaire, ce qui, dans ce monde utopique, on a tout plus de temps pour vaquer à nos occupations, vaquer à nos projets personnels. Donc, c'est un peu la vision de Musk. Puis il dit, il dit, ben justement, à cause de ça, le concept d'épargner pour la retraite, ça devient. Je cherche mes mots, là, je suis désolé, mais ça devient plus pertinent parce que tu n'as plus besoin de sauver pour la retraite parce que d'un, le concept de retraite n'existe plus. Tu n'as plus de retraite à prendre. Et en plus, tu vas recevoir de l'argent toute ta vie dans son concept utopique. Donc, tu n'as plus besoin d'épargner autant par la retraite parce que tu n'auras plus besoin de remplacer un salaire quand tu vas arrêter de travailler parce que tu n'arrêteras jamais de travailler parce que tu ne travailleras pas. C'est un peu la vision de Musk là, que je vous ai résumé. Bon, c'est quoi ma vision là-dessus? Premièrement, ça ne changera pas que je vais continuer quand je fais de l'argent en épargner. Au pire, je me réveille un jour puis mes épargnes ne me servent plus à rien. Alright, je vais les dépenser puis merci, bonsoir. C'est le pire qui va arriver. Tu sais, faut pas partir avec des. Quand on lit des affaires de même, il faut pas se dire bon, ben hey, si ça sert plus à rien, ben je vais tout dépenser tout de suite. Voilà pas de même. Voilà comme quoi, si jamais sa vision s'avère vraie puis qu'on arrive dans un monde utopique, bon, ben tu prendras ton argent, tu le retireras puis tu le dépenseras dans un voyage, dans un char, whatever. Tant mieux, tu auras comme un bonus. Mais, s'il se trompe, au moins tu ne seras pas dans la merde parce que tu vas quand même avoir investi pour le futur. Donc ça, c'est ma première parenthèse que je voulais faire.
La deuxième parenthèse que je me gratte la tête, c'est qu'il dit que justement, il y aurait tellement de productivité qu'on n'aurait plus besoin de travailler, donc on ferait tout de l'argent. Sur papier, ça a l'air beau, mais en pratique, on peut regarder les graphiques qui montrent la courbe, ok, les graphiques dans les 30-40 dernières années, comment la productivité elle a augmenté énormément à cause de toute la technologie et comment le salaire n'a pas suivi. Donc, où je veux en venir, c'est que même quand la productivité augmente et que les entreprises font plus d'argent, on le voit, là, on a les statistiques actuelles pour voir qu'est-ce que les entreprises dans les 30 dernières années ont fait avec une augmentation de productivité. Ils n'ont jamais redistribué cette recherche-là. Le graphique de productivité fait pouf, puis le graphique des salaires fait. C'est-à-dire que les CEO, c'est démontré, là, je pense qu'en 1980, ne me citez pas sur les chiffres exacts, j'y vais à peu près pour vous donner l'image, mais les chiffres aux États-Unis, c'est qu'en 1980, en moyenne, un CEO d'entreprise faisait de 8 à 10 fois plus que son employé moyen. Et aujourd'hui, c'est fréquent de voir du 200-300 fois le salaire de leur employé. Ce qui veut dire qu'ils n'ont jamais redistribué la hausse de revenus et de productivité. Alors, c'est là où ça m'amène à me gratter la tête, parce que dans ce monde utopique-là de Musk, qui dit que quand les entreprises vont faire plus d'argent, ils vont le redistribuer. Mais là, on peut pousser la réflexion. Des fois, on se dit ils n'auront pas le choix, parce que s'ils le font pas, puis qu'on a tout plus de job, puis qu'on fait tout plus d'argent, ben leur entreprise va s'écrouler. Parce qu'à un moment donné, c'est un. C'est un. C'est un climat, le capitalisme. Puis c'est bien beau que tu fais plus d'argent puis que tes dépenses, tu les diminues, mais s'il n'y a plus personne pour acheter tes produits puis pour consommer tes services, tu feras pas d'argent. Fait que, ouais, bravo champion, ça te coûte plus rien produire tes avions, mais s'il n'y a plus personne qui les achète parce qu'il n'y a plus personne qui est capable de se payer des vols, parce qu'il n'y a plus personne qui fait de l'argent, parce qu'il n'y a plus personne qui a d'emploi, puis qu'on n'a aucun salaire qui rentre, t'es dans la merde. Donc c'est là où, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas assez calé dans la matière, mais tu te dis d'un côté, l'histoire nous prouve que les CEO et les entreprises ne redistribuent pas la richesse. Mais de l'autre côté, si on se ramasse tout plus de job, qu'on n'a tout pas d'argent, ben le système s'écroule puis les entreprises vont s'écrouler, ils font pas d'argent. C'est dur à voir. Mais c'est sûr que dans un monde utopique, les entreprises et les gouvernements, je pense que c'est un effort collectif de mêler le profit des entreprises avec les gouvernements qui sont censés, on le voit avec les Epstein-Files, que c'est pas toujours le cas, être là pour nos intérêts. Ben c'est sûr que si demain matin on a tout plus de job, il faudrait tout avoir un salaire de base qui nous permet de vivre, qui nous permet de consommer. Comme ça, le capitalisme continue, puis ben les entreprises, ça leur permet de produire à moindre coût. J'ai aucune idée de où tout ça va aller. Mais quand vous lisez des articles de même, s'il te plaît, ne tombez pas dans les grosses conclusions de faire ah, ben s'ils pensent ça, arrêtez d'épargner, puis merci, bonsoir. Il n'y a pas de boule de cristal. Les géants de ce monde en termes financiers se sont souvent trompés. Musk s'est souvent trompé dans ses prédictions. Zuckerberg s'est souvent trompé dans ses prédictions. Mais comme la conclusion le dit, c'est très spéculatif la vision de Musk, mais venant du CEO de compagnie qui se centre autour de l'intelligence artificielle et de la robotique, on peut pas juste balayer ça du revers de la main en se disant que c'est de la science-fiction. C'est quand même à prendre au sérieux. En fait, c'est un peu mon problème. Bernie Sanders a fait beaucoup de sorties publiques sur ce problème-là, sur le problème de l'automation, sur le problème de l'intelligence artificielle et la robotique qui est en train de remplacer des travails. Et selon lui, les gouvernements mondiaux ne prennent pas assez au sérieux ce problème-là parce que les gouvernements pensent en bloc de 4 ans puis merci, bonsoir. Alors que l'intelligence artificielle, c'est un problème de 10-15 ans. Mais je pense qu'il faudrait qu'on commence sérieusement, collectivement, à se pencher sur la question puis à se gratter la tête à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que ça va devenir très problématique demain matin si on fait rien avec ça. Donc, je trouvais que l'article amenait un bon point. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour pour cet épisode du Free and Show. À la fin, je suis désolé, je commençais à avoir chaud et je commençais à déparler.
Mais c'est ce qui fait le tour du Fun Show. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur Twitch, twitch.tv/French Channel. Quand je fais des streams, on va gamer. D'ailleurs, je vais gamer après l'enregistrement du podcast. Je vais prendre une petite pause, puis je pense que je vais essayer un nouveau jeu. Donc, restez pour voir ça. On me trouve sur Spotify, Apple Podcasts, toutes les plateformes de podcast. Cherchez le Fringe Show. Sur YouTube, vous pouvez voir la version visuelle du Fringe Show également. Ça se retrouve en version visuelle sur Spotify. Et sinon, bien sûr, vous pouvez voir ma toute nouvelle vidéo de mon aventure aux îles de la Madeleine avec mon père sur la chaîne officielle YouTube du Fringe Channel. Donc, je vous souhaite, étant donné qu'on est vendredi, un très beau week-end qui s'en vient. Profitez-en, sortez dehors un peu. Dites à vos proches que vous les aimez. Puis là-dessus, je vous dis à la prochaine fois.